Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Julie Griffon, consultante en parentalité pour Terre d'Enfance à présent. J'accompagne les parents et les enfants pour vivre ensemble, grandir et vivre ensemble autrement, dans le respect mutuel, dans la complicité, l'authenticité, dans la non-violence, pour une vie de famille plus joyeuse et plus sereine autant que possible. Aujourd'hui, c'est le premier live que je fais, donc merci pour votre indulgence. Et je trouvais ça quand même plus sympa et plus facile d'être accompagnée et donc de me lancer dans des interviews, des rencontres interviews. Et ça me tenait à cœur de présenter des disciplines, des professionnels qui peuvent être complémentaires avec ce que je fais ou en lien avec la parentalité d'une manière ou d'une autre. Et l'idée, c'est que tous les mois, on se retrouve avec une nouvelle discipline, une nouvelle professionnelle ou une association à découvrir ici en direct et à qui on pourra poser toutes nos questions. Si vous avez des envies, des questions, moi, je pourrais chercher aussi en fonction des professionnels avec qui discuter une fois par mois. Donc aujourd'hui, pour cette grande première, j'ai le plaisir d'accueillir Marianne de Logique de Chien, qui est éducatrice comportementaliste canine. C'est bien ça? C'est ça. Bonsoir tout le monde. Après un parcours dans l'enseignement, donc super intéressant. Eh bien, je vais te laisser te présenter du coup pour me dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, Marianne Dieu le veut, j'ai 54 ans, je suis mère de 3 enfants qui sont grands et grand-mère de 2 petites filles. J'ai été professeure des écoles pendant 27 ans, essentiellement dans les classes de CP, CE1, CE2. J'adorais mon métier, mais il y a une passion qui est arrivée. C'est la passion de la rééducation canine, parce qu'il y a une chienne qui est arrivée à la maison et qui avait besoin d'aide. Et j'avais déjà 2 chiens. C'est la 3e qui est arrivée. Et voilà, donc j'ai mis le doigt dans l'engrenage et je me suis passionnée d'abord sur mon temps libre, toutes mes vacances, mes week-ends pour ça. Et puis, je me suis finalement formée et j'ai finalement décidé de quitter l'éducation nationale pour me consacrer à l'éducation des toutous et surtout des humains des toutous. Les gardiens. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et je retrouve le même plaisir que j'avais quand j'ai débuté, quand j'étais professeure des écoles et que le système éducation nationale était encore pas trop lourd. Ok. Voilà. Et en fait, je fais presque le même métier que Julie, mais au lieu que ce soit parent-enfant, c'est maître et chien. Maître et chien. Voilà. Oui, puis c'est tout à fait dans le même esprit. Apprendre à vivre ensemble, à cohabiter ensemble, à se respecter, à respecter la nature de chacun. C'est ça. C'est pour ça, c'est vraiment, ça me faisait plaisir parce que quand moi je voyais ce que tu partageais sur ta page Facebook, les valeurs que tu transmets, je trouvais vraiment qu'il y avait un parallèle entre nos façons de travailler, moi avec les enfants et toi avec les chiens et les maîtres, forcément. Enfin, moi, les parents. Et je trouvais ça chouette de pouvoir faire ce parallèle qu'on n'imagine pas forcément tout de suite, en fait. Et du coup, toi, tu as pu voir des similitudes en comparant avec ton ancien métier et ton nouveau métier. Oui. Parce que dans mon ancien métier, moi, j'aimais la relation avec les enfants, transmettre, etc. Mais j'aimais aussi beaucoup la relation avec les parents d'élèves. Et essayer de leur faire comprendre comment fonctionnait aussi leur enfant et que parfois, ils en demandaient peut-être un peu trop à leurs enfants et qu'il fallait ne pas oublier que c'était des enfants. Voilà. Et je retrouve exactement la même chose aujourd'hui entre propriétaire de chien et le chien, quoi. Ouais, on pourrait aussi, en tant que propriétaire de chien, avoir des attentes
Enfin, on a des attentes Oh oui. un peu trop ambitieuses. Oui, puis des attentes. Mon rôle, c'est un petit peu d'essayer de faire comprendre que ces attentes-là, elles sont inutiles et qu'elles ne respectent pas forcément le chien. Ses besoins et son rythme. Oui, oui. Voilà. Ok. Et dans mon nouveau métier, j'ai quand même gardé une part pour les enfants, puisque j'anime des ateliers prévention morsure pour les enfants, également un atelier lire avec le chien. Ça consiste en quoi, lire avec le chien? Alors, lire avec le chien, c'est une expérience qui a été menée dans les pays nordiques. C'est toujours eux qui sont à la pointe de ce type d'expérience, où ils se sont rendus compte que les enfants qui avaient des problèmes d'oralisation de la lecture se décoinçaient, comme on dit, au contact d'un chien à côté de qui ils lisaient. Ça a été continué aux États-Unis. Il y a eu vraiment des belles réussites. Et en France, c'est arrivé assez récemment, où Chantal Hazard, qui est une ancienne professeure aussi, qui a monté une entreprise pour former justement tous les éducateurs canins ou les personnes qui font de la médiation par l'animal pour les animations prévention morsure et le lire avec le chien. D'accord. Donc, il s'agit de venir, enfin moi je viens avec un de mes chiens et les enfants viennent un par un et lisent un livre qu'ils ont choisi à côté du chien. Moi, je n'interviens pas du tout. C'est pour ça qu'il n'y a aucun jugement. L'enfant, il se sent libre de lire, de faire des erreurs, d'annonner, de buter sur des mots. Le chien ne va pas le juger, quoi. Voilà. C'est ça, il n'y a pas ce regard. Voilà. Donc, moi, je suis vraiment en retrait. Je suis juste là pour surveiller le chien et que ça se passe bien. Forcément. C'est ça. Mais je n'interviens pas du tout sur la lecture de l'enfant. Voilà. Et concernant l'atelier morsure, tu le recommandes avant du coup d'accueillir un animal dans sa famille, j'imagine? Ouais, tout à fait. Alors ça, si on a des enfants et qu'on souhaite accueillir un chien à la maison, c'est un atelier que je peux mener dans la famille pour justement apprendre aux enfants à respecter le chien en tant que chien, à apprendre les bases du langage canin, les gestes à ne pas faire, les gestes à faire. Voilà, donc c'est pour éviter justement les accidents, puisque la plupart des accidents par morsure ont lieu dans la famille. Oui, c'est vrai. Ouais. Les enfants vont peut-être avoir tendance à prendre l'animal comme une peluche vivante et c'est rigolo. Mais c'est vrai que dans l'atelier, c'est celui auquel mes enfants ont pu participer, en initiation, je pense. Oui, c'est qu'une petite partie. Comprendre un peu les signaux du chien. Tu as des petits exemples à nous partager là, par exemple? Des petits exemples de ce que je fais dans cet atelier? De langage. De langage du chien. Alors, un qui est très souvent mal compris, c'est le chien qui bâille. Donc, s'il n'est pas fatigué, ça veut dire. Voilà, non, le chien qui bâille, la plupart. Alors, il existe un bâillement de fatigue chez le chien. Par exemple, le matin, quand il va s'étirer, il peut bâiller. Donc, effectivement, ça c'est un bâillement qui correspond au bâillement humain. Mais un chien qui bâille, c'est un chien qui est mal à l'aise. D'accord. Oui. Et alors, soit il est mal à l'aise de la situation qu'il est en train de vivre, soit il essaie de prendre sur lui parce que la situation ne lui convient pas. Mais comme le chien est un animal très résilient, il va prendre sur lui. Et on voit souvent des enfants qui vont enlacer le chien comme ça, et puis on voit le chien qui bâille. Et on trouve ça mignon. Oh, il bâille, il fait un câlin, il veut dormir avec. Non. Non, en fait, le chien, il est en train de montrer, je ne suis pas du tout à l'aise avec ce que tu me fais. Les chiens ont horreur d'être enserrés comme ça.
Alors, il se laisse faire la plupart du temps. Hein. Mhm. Va dire, bah, moi, mon chien, je peux lui faire, il dit rien. Oui. Jusqu'au jour où peut-être il y a la goutte d'eau. 99% des chiens ne disent rien et ne diront jamais rien. Mais il y a 1%. C'est ça. Il suffit Voilà. d'une fois Voilà. où il y avait eu d'autres choses avant, ou le cumul. C'est ça, une accumulation de… Voilà. Et la goutte d'eau, et on se dit, mais pourtant, il était gentil, il n'avait jamais rien fait avant. Et moi, ce qui m'horripile le plus, c'est les vidéos qui tournent sur Internet, là où on voit les bébés qui grimpent sur le chien, les enfants qui font des gros câlins au chien. Moi, je ne vois qu'une chose, c'est le risque de morsure énorme. Ouais. Alors que les commentaires sous les vidéos, c'est « Oh, c'est trop mignon »,« Oh, quelle belle complicité ». Non. C'est ça. Non, le chien est très mal à l'aise, on voit plein de signaux. Donc, ça peut être le bâillement, ça peut être ce qu'on appelle les yeux de baleine, c'est-à-dire quand il montre le blanc des yeux, il détourne le regard, par exemple. Ouais. Ça peut être aussi le léchage, comme ça. La langue qui sort très vite sur la truffe. Alors ça, je dirais, c'est l'étape juste avant la morsure. Hein. Ok, donc quand on voit un chien se lécher comme ça très rapidement la truffe, il faut tout de suite écarter l'enfant, tout de suite, enfin, même les adultes, hein, je veux dire, même quand il n'y a pas d'enfant. Hein. Tranquille le chien immédiatement. Ah oui, oui. C'est vraiment que le chien ait un niveau de malaise qui est très important. D'accord. C'est vrai qu'il y a plein de petites choses. Ouais. C'est super intéressant. Je vois, il y a une question là de Laure qui nous demande, est-ce qu'il y a un bon âge pour avoir un chien pour les enfants? Alors, oui. Moi, je déconseille. Alors, on peut avoir un chien avant que l'enfant ait 7 ans, mais c'est beaucoup plus compliqué. 7 ans, c'est comme on dit l'âge de raison. L'enfant va pouvoir comprendre plein de choses, on va pouvoir lui expliquer vraiment clairement tout ce qui est signaux du chien, respect du chien. L'enfant va pouvoir participer à l'éducation du chien, aux soins du chien. Un enfant avant 7 ans, ça crie, ça court, ça a plein d'émotions qui le dépassent. Il n'arrive pas du tout à gérer ses émotions. Donc, quand il y a un chien en plus à côté, ça peut être compliqué. Et quand il y a un chiot et petit enfant, c'est vraiment pas le bon combo. Ouais. C'est vrai que les enfants en dessous, ça peut bien se passer si les parents prennent vraiment, vraiment, vraiment des précautions. Mais il faut savoir que ce sera difficile. Ouais. Parce que le chiot, il est excité par tout ce qui est bruit aigu, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est… Il va s'exciter très, très vite. L'enfant va courir, il va se mettre à le mordre, parce que, en fait, c'est son réflexe de choper avec la gueule. Le chiot, il n'a pas de main, hein, il chope tout il découvre tout avec sa gueule. Donc, si l'enfant se met à courir devant en criant, alors là, c'est sûr qu'il va se faire poursuivre, qu'il va se faire choper. Et même avec les petites dents, ça fait mal, ça arrache les vêtements. Puis ça peut faire vraiment très peur à l'enfant, qui peut garder un petit traumatisme aussi par la suite, j'imagine. Ça peut faire très peur à l'enfant, oui. Ça peut aussi mettre les parents en colère contre l'enfant, mais aussi contre le chien. Et on va rentrer dans un cercle vicieux, on va se fâcher contre le chien, on va le contraindre, le mettre dans une cage ou le faire sortir de la famille tout le temps, le mettre dehors. Et le chien, s'il ne participe pas à la vie familiale, il va monter en frustration et ça va être de pire en pire. Donc, c'est vrai que l'âge idéal, c'est à partir de 7 ans. Mais on peut avoir un chien avant, bien sûr, quand les enfants sont plus petits. Mais les parents, là, doivent être vraiment très, 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 très présents et très attentifs à ce qui se passe. D'accord. Et y a-t-il une race ou des races qu'il faut privilégier ou préférer ou éviter? Alors, non.
Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment des idées reçues. D'accord. Genre, le Labrador, c'est gentil avec les enfants. Le Golden Retriever, c'est gentil avec les enfants. Il n'y a pas une race qui est plus gentille avec les enfants qu'une autre. Ça, il faut enlever ça. Moi, je ne supporte pas de voir dans les descriptions des races euh, très gentil avec les enfants. Mais non, Mhm. c'est un chien, c'est un individu. C'est pas une race, Mhm. déjà. Hein, c'est un individu. Et tel chien de telle race va être adorable avec les enfants parce qu'il a eu plein d'expériences positives. Alors peut-être déjà à l'élevage, peut-être en arrivant dans sa famille, et ça va très bien se passer. Et le même chien, enfin, la même race de chien, ça va pas bien se passer du tout parce qu'il ne sera pas respecté dans Mhm. son identité de chien, dans son langage, etc. Donc, il n'y avait vraiment pas de race idéale pour l'enfant. Il y a des races, par contre, qui sont encore plus compliquées avec les enfants. D'accord. Pas au sens qu'ils vont être méchants ou quoi que ce soit, mais ce sont des races qui vont s'exciter encore plus avec tout ce qui est mouvement, cri aigu, euh, excitation. Ok. Souvent, ce sont les races bergères, type, alors, le chien à la mode, le berger australien, Ok. par J'en ai exemple. croisé encore un tout à l'heure. Comment? J'en ai croisé un encore tout à l'heure. Donc, qui peut être un chien extraordinaire, mais qui est extrêmement sensible à tout ce qui est mouvement et tout ce qui est excitation. En plus, donc, il va y avoir les conséquences dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va être des chiens qui vont facilement mordre, alors mordre pas méchamment, hein, mais qui vont Mhm. choper les chevilles, les vêtements dans l'excitation. Ce sont des chiens qui ont besoin d'énormément d'activité. Donc, quand on a des enfants, on n'a pas forcément le temps de faire toutes ces activités avec ce chien. Donc, on prend un berger australien parce que c'est beau, parce que c'est un chien intelligent, dit-on, etc., etc. Mais on n'a pas le temps de lui combler ses besoins. Et c'est un chien qui est sensible à l'excitation. Donc, tout ça mis ensemble, il y a des tas de bergers australiens qu'on retrouve en refuge, placés, soit parce qu'ils sont intenables à la maison, parce que voilà, ils ne vivent que l'excitation, mais leurs besoins ne sont pas comblés, soit parce qu'ils ont mordu. Enfin, Mhm. il y a aussi le berger belge malinois qui est très à la mode, qui est un chien aussi qui est extrêmement sensible à tout ce qui est excitation, mouvement, etc. Et qui a aussi besoin de travailler. Et quand on a des enfants, on n'a pas forcément le temps de s'occuper vraiment du chien. Mhm. Ouais. Parce qu'un chien, ça prend du temps, si on veut bien s'en occuper. C'est ça, j'entends vraiment le parallèle avec les enfants. Enfin, tous les enfants partent avec les mêmes capacités. Il n'y en a pas un qui sera plus ou moins intelligent. Ça va dépendre de Exactement. son accompagnement au fil des jours et comment on répond à ses besoins. Et Oui, le chien, je vois, c'est pareil. c'est ça. Ah, bon, mis à part qu'il y a quand même une sélection génétique, hein, par exemple, comme je disais, les bergers australiens, les bergers belges malinois, ils ont dans leur gène une ultra-sensibilité à tout ce qui est mouvement euh, et excitation. Mhm. Donc, voilà, ça peut dévier Oui. facilement quand il y a des Mhm. enfants, puisque le mouvement et l'excitation, ben, les C'est ça. enfants, ils connaissent. Ouais. Depuis tout petit, on voit que. Voilà. Mais il n'y a pas de race, il n'y a pas de race idéale. Mhm. Ça peut super bien se passer avec un berger australien si on a vraiment briefé les enfants et si on les briefe en permanence, si le chien a toutes les activités qu'il lui faut, qu'il est sorti minimum 1 heure et demie par jour, euh, qu'on lui offre des temps d'activité aussi à l'intérieur, des activités de flair, de choses comme ça pour l'apaiser, et qu'il ait son espace à lui, sans être soumis à l'excitation des enfants. Mhm. Voilà, donc ça peut bien se passer, mais c'est plus compliqué. Ouais, il faut le savoir et pouvoir mettre tout ça en place Voilà, voilà. en amont. Alors, je regarde juste, je vois qu'il y a d'autres questions. Euh,
Comment expliquer à quelqu'un qui a déjà un chien que non, son enfant n'a pas un comportement adapté avec le chien? On a eu le cas récemment, la maman nous a dit: «C'est bon, les enfants sont habitués aux chiens». Mais son enfant courait et tapait sur le chien. Donc là, la question, c'est savoir quoi dire à l'enfant, c'est ça, non? Comment C'est expliquer à quelqu'un qui a déjà un chien et que non, son enfant n'a pas un comportement. Je pense qu'être en présence de quelqu'un qui a un chien et qui croit savoir comment se comporter avec un chien et qu'au final, bah, on voit que le bah, chien et l'enfant est bah, surexcité et je crois que concrètement, il faut lui montrer l'attitude du chien, lui dire, tu vois, par exemple, quand le chien fait ça, c'est qu'il n'est pas à l'aise, c'est qu'il n'est pas bien. Donc peut-être qu'effectivement, ton chien, toi, ne le fait pas ou le fait, mais que tu n'as pas remarqué qu'il le faisait. Mais moi, je sais que mon chien, là, quand il fait ça, par exemple, quand il tourne la tête, quand il se lèche, quand il bâille, etc., là, tu vois, il est vraiment pas bien. Et expliquer à la personne, justement, ce que c'est que le langage du chien, avoir un côté pédagogique, pas se mettre en opposition mmh mh. et dire Il dit: «Voilà, mon chien, je sais qu'il est comme ça, qu'ils font que c'est ça ses signaux et ben, les chiens ne sont pas les tous mêmes et les, si, enfin, ils ont tous les les mêmes». chiens ont les mêmes signaux. Mmh. Hein. On n'est pas Sauf tous. que peut-être que leurs chiens, eux, ils ne font pas attention à ces signaux-là. Et comme je disais au début, le chien est une espèce très résiliente. Donc, il supporte et il dit rien. Mmh mh. C'est pas pour autant qu'il est bien. Mmh mh. Donc, tu vois, peut-être ton chien, il supporte, il dit rien, mais ça veut pas dire forcément qu'il est bien. Mmh Et mh. le mien, il va peut-être moins bien supporter. Et là, ce que fait ton enfant, là, mon chien, il l'aime pas. Et donc, il y a un risque. Mmh mh. OK. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Bah, moi, pour moi, oui. Après, on verra si Mathilde a besoin de plus de précision. Une autre question. Dans ce cas, alors, ouais, ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure où il vaut mieux attendre 7 ans, pour avoir un chien. Mmh. Et là, donc, c'est comment peut-on faire pour avoir un enfant si on a déjà un chien? Du coup, Mais comment alors déjà, le chien, donc comment faire? bon, On et fait puis un comment enfant, ça je vais pas enfin, expliquer. après, comment adapter préparer son chien peut-être et Oui, c'est ça, comment préparer son chien. Alors, surtout, il faut le préparer en amont. Et j'ai envie de dire, c'est quasiment pareil que si on avait déjà un enfant et qu'on fait un deuxième enfant. mmh mh. On fait la même chose. On prépare en amont, on en parle, on peut en parler au chien. Alors, il va peut-être pas comprendre les mots qu'on emploie, mais il va comprendre qu'il se passe quelque chose qui fait partie du truc, qu'on l'inclut dans l'affaire, qu'on a des intentions, des bonnes intentions vis-à-vis de lui, parce que la manière dont on va parler, le chien est très très sensible à nos intentions. Donc la manière dont on va lui parler, il va sentir ce qui se passe. Au moment de la maternité, au moment de l'accouchement, quand la maman est à la maternité, Mmh il mh. ne faut pas hésiter tous les jours à ramener la tenue du bébé, faire sentir au chien. Avant, il y a eu la préparation de la chambre aussi, lui faire sentir, le faire. Il ne faut pas l'exclure. Mmh mh. Les poils de chien, c'est pas sale. Il Mmh. faut laisser rentrer le chien dans la chambre. Il faut pas qu'il se sente exclu. Il faut vraiment qu'il fasse partie. C'est vraiment comme si on avait un autre enfant. D'accord. Quand on a un autre enfant, on fait la même chose. On le fait participer. Alors, bien sûr, on ne va pas le faire participer aux courses. On ne va pas aller acheter la layette avec le chien quand même. Mais voilà, à la chambre, on lui montre, on lui fait sentir les habits du bébé. Euh, et quand le bébé revient de la maternité, on peut mettre alors si on a un petit peu peur de ce qui se passe, on peut mettre le chien derrière une barrière bébé et lui faire sentir le bébé derrière la barrière. Et puis on voit comment ça se passe. Si le chien est vraiment trop excité, trop foufou, on attendra un petit peu pour lui faire sentir le bébé, mais il ne faut pas hésiter à lui faire sentir le bébé, même si c'est derrière une barrière. Ouais, lui Voilà. présenter, quand on Oui, revient lui tout simplement. présenter.
Ah oui, 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 tout à fait. Et puis après, la chose à faire, c'est de continuer à s'occuper de son chien presque comme avant. Alors, bien sûr, ce ne sera pas exactement comme avant parce que, bah, on va être pris par le bébé, il y a voilà. Mais encore une fois, c'est exactement pareil que quand il y a un grand frère ou une grande sœur. Il faut réserver des moments pour le chien où on va aller balader le chien sans le bébé ou avec le bébé, comme on fait avec un grand frère ou une grande sœur. Partager des activités, avec lui. Ils ont les mêmes émotions que nous, hein, les chiens. Mmh. Donc, Ouais. il faut vraiment voir ce parallèle. Mmh mh. Ah, c'est vrai, moi je vois quand, j'ai eu, ma fille et qu'on avait déjà notre chat, on a senti qu'il avait pas une petite période dépressive, mais presque. Il était beaucoup plus renfermé, plus il mangeait moins, enfin on sentait que même si on a fait attention à on a continué de le promener pareil, mais on sentait que Ben on avait oui, pas fait de pause forcément, on qu'il s'en fallait non occupe plus. moins. Mmh, on s'en occupe moins. Alors ça, on peut aussi le préparer en amont pendant la grossesse. C'est-à-dire que pendant la grossesse, être moins sur le chien. Mmh. Peut-être qu'on l'était un peu trop avant d'avoir un enfant, bah, le chien, c'était le bébé de la famille. Oui. Donc, bah, essayer de prendre un petit peu de distance. Alors, sans refouler le chien, bien sûr, hein, mais peut-être moins lui parler. Alors, le sortir, bien sûr, toujours pareil, mais considérer moins le chien comme son bébé à ce Mmh mh. moment-là pour voilà, que ça ne fasse pas une grosse rupture quoi, Oui. au moment de la naissance. Mmh mh. Sinon, il va associer, ben, tiens, c'est quand il y a ce petit truc-là qu'on s'occupe plus de moi. Mmh mh. Alors que si on a commencé déjà quelques mois avant à moins être sur son dos, moins le papouiller tout le temps, lui parler tout le temps, bah, ça va peut-être passer mieux quand même. Ouais, que ce soit progressif pour qu'il Ouais, s'y habitue petit ouais, à petit à avoir un ouais, peu moins d'attention. ouais. Essayer aussi quand on est enceinte, bah, d'imaginer, bah, là j'aurai mon bébé, comment je ferai là avec mon chien? Mmh mh. Heu, est-ce qu'il serait là aussi allongé avec moi sur le canapé? Est-ce que je serais en train de le papouiller tout le temps? Voilà, faut essayer de se projeter avec le bébé et essayer d'avoir petit à petit l'attitude, bah, qu'on aura quand le bébé sera là, quoi. Ouais, trouver un équilibre un petit Oui. peu, Mmh. OK. Alors, je regarde s'il y a eu d'autres questions entre-temps. Je vais recharger les commentaires. Heu, alors il y a 20 minutes, Laure disait: «Le problème, c'est les adultes». Alors je sais pas sur Toujours. quoi elle rebondissait, mais bon. Ah bah, oui, 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 le problème, c'est les adultes. De toute façon, s'il y a un accident avec un chien, avec un enfant, les responsables, c'est l'adulte. Ce ne Mmh. sera jamais le chien, jamais l'enfant. C'est aux adultes de surveiller, de laisser un espace pour le chien, de mettre en garde l'enfant, d'expliquer à l'enfant, de jamais laisser un enfant seul avec un chien. C'est seul l'adulte qui est responsable. Mmh mh. Jamais le chien, jamais l'enfant. Malheureusement, dans la réalité des choses, ce sera le chien qui sera déclaré responsable et il y a de grandes chances qu'il soit euthanasié en plus. Ouais. Voilà. Alors que les responsables, c'était les parents. Ça me fait penser, ma fille elle regarde le film Beethoven en ce moment, Mmh. donc le numéro 1, je crois, où en effet, on voit que c'est l'homme qui se comporte mal avec le chien et du coup, tout de suite, ça ne peut être que la faute du chien si s'est passé Mmh. cet accident et donc il est emmené normalement à Et la le chien, il peut pas se défendre, hein, il n'a pas la parole, donc c'est ça. mmh. Hem, alors, comment expliquer la situation d'inconfort à un enfant de 4 ans, puis 7 ans et comment comparer ce sentiment entre un enfant et un chien simplement? Alors, Alors le comment sentiment d'inconfort du chien, l'expliquer à un enfant, avant 7 ans,
je pense qu'il faut travailler énormément sur la notion d'émotion, qui se travaille beaucoup de toute façon avec les enfants depuis quelques années, et lui expliquer que le chien a aussi des émotions, ressent les mêmes émotions que nous, et essayer de lui faire comprendre, de se mettre à la place du chien. Euh, mais avant 7 ans, c'est sûr que c'est la gestion de l'environnement, on va dire. C'est pas laisser l'enfant seul, c'est dès qu'il, par exemple, s'il veut faire un câlin au chien, lui expliquer que tu sais, dans le langage du chien, le chien, il fait pas de câlin comme ça aux autres chiens. Donc, lui montrer peut-être des images de chiens qui se font des câlins et la manière dont ils le font. En fait, ils s'en font peu. La manière dont ils se font des bisous, ils se lèchent, ils se sentent les fesses. Oui. Voilà, ils ne font pas les mêmes bisous que nous. Donc, peut-être lui montrer ça, la façon dont parlent les chiens entre eux, lui montrer des petites vidéos de chiens qui parlent entre eux, parlent entre guillemets, bien sûr. Mais je pense que c'est essentiel de travailler sur les émotions en faisant le parallèle avec les émotions humaines. On va faire marcher l'empathie, voir comment ce que ça nous ferait à nous. Tout en lui expliquant qu'il y a des différences, que le chien a son propre langage et ses propres manières de faire les choses. Par exemple, tu vois, toi, tu touches avec tes mains. Le chien, lui, il n'a pas de main. Il touche avec sa gueule. Sauf que dans la gueule, il y a aussi les dents. Donc, il faut faire attention. Peut-être que si le chien il pose ses dents sur ton bras, c'est peut-être pas forcément pour te faire mal, mais ça peut te faire mal. Donc, il faut faire attention. D'accord. Il existe des petits livres à destination des enfants pour expliquer un petit peu, à mieux comprendre les signaux des chiens, ou des petits documentaires, ou même des livres pour les parents? Il y a des petits fascicules. Je ne me rappelle plus du titre. Bon, après, sinon, tu pourras nous les remettre dans les commentaires. Ouais, je le remettrai après, mais il y a plusieurs petits fascicules, effectivement, qui expliquent. Il y en a un qui est très bien fait, qui est sur le site Mon Animal au Naturel. Si tu veux regarder en parallèle, je ne me rappelle plus du titre du petit fascicule, mais qui est vraiment très, très bien fait. Moi, que je conseille souvent à mes clients. C'est vrai que moi, j'ai lu beaucoup de livres pour mieux comprendre mon enfant et l'accompagner, son langage. Et je me dis, je serais intéressée je me dis, en effet, alors après, j'ai pas fait tout ça, c'est au niveau des enfants. Oui. Bon, il y a une partie dans ce petit fascicule qui est à destination des parents. D'accord. Mais il y a la première partie est pour les enfants et la deuxième partie explique que justement les bases du langage canin, c'est vraiment très basique pour les parents. Donc, je ne retrouve pas le titre. Et il y a d'autres un peu plus poussés mais quand même grand public pour les adultes? Alors, oui, il y a la Bible, la Bible qui s'appelle Les signaux d'apaisement de Thury Drugas, qui est un petit livre qui se lit rapidement, qui coûte 16 €, je crois, qui explique justement les bases du langage du chien. Donc, les personnes qui sont intéressées par ça, moi, je leur conseille de lire ce livre. Moi, pratiquement tous mes clients, ils ont ça comme devoir. Mais c'est super. Moi, je me rends compte qu'il y a plein de choses qu'on a eu un chien, mais on ne s'est pas préparé plus que ça. Mais la plupart des personnes, c'est ça. Hein. Eh oui. Puis c'est vrai que mon ami, il avait déjà eu un chien quand il était enfant. Mais après, voilà, on reproduisait. Super intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions?
Euh, fait... Ah, Ah, ça y est. C'est Je pars le chien, le livret. Ah, en plus, il est en promo. ah. Ah, il est en promo. Il était avant à 9,90. Il est à 7,90. Donc, sur le site Mon Animal au Naturel, dans la boutique, au rayon, ça doit être accessoire, je ne sais plus, j'ai regardé. Donc, le petit livret Je pars le chien. Je crois que je vais me laisser tenter ce soir. On va voir. Ah ouais, non, mais il est top. Ok. Que dire? Donc, à part suivre un atelier prévention des morsures avant d'accueillir un chien, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut penser avant de l'accueillir, avant de s'engager ou pour préparer ses enfants, en fait, et soi-même? Oui, déjà, oui, beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Un chien, c'est pas comme un hamster ou un poisson rouge, ni même comme un chat. Ça demande énormément d'investissement temps. Si on veut bien, enfin, avoir un chien dont les besoins sont vraiment comblés, parce qu'un chien qui a les besoins comblés, il n'y aura pas de problème. Les problèmes de comportement, ça commence quand le chien n'a pas tous ses besoins comblés. Donc, les besoins, c'est quoi? Bon, à part manger, boire, dormir, c'est se promener. C'est le besoin d'exploration, en fait, à la fois exploration, découvrir, mais exploration olfactive aussi. Hein. Le chien, c'est beaucoup par le nez. Il va prendre ses informations. Donc, il faut savoir que son chien, on le promène tous les jours et pas que le week-end quand il fait beau. Oui, même si on a un jardin, une balade. Ah non, le jardin, c'est une pièce de plus pour le jardin, pour le chien. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les mêmes odeurs. Mais oui. Et il n'y a rien de nouveau à découvrir. Enfin, on l'a vécu un petit peu quand on a vécu le confinement. On avait beau avoir un jardin, c'était confortable par rapport à ceux qui étaient en appartement. Mais on avait quand même envie d'aller voir du monde dehors, de sortir, d'aller se balader. Quand on a eu droit à sortir à 1 kilomètre, on était trop content. À 10 kilomètres, waouh, super, c'était la fête. Le chien, c'est pareil. Le jardin, c'est une pièce de plus. D'accord. Il n'y a pas d'odeur d'autres chiens. Les autres chiens ne sont pas venus faire pipi. Il n'y a pas d'odeur de gibier, il n'y a pas d'odeur d'autre chose. Enfin, voilà. Donc, un jardin, c'est pas suffisant quand on a un chien. Il faut aller le promener tous les jours, minimum 45 minutes, 1 heure. Donc, il faut savoir que hiver comme été, qu'il fasse, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il faut aller le promener. Ensuite, une fois rentré à la maison, il n'y a pas possibilité d'enlever les piles. Et oui, il continue à vivre, il continue à avoir besoin d'interaction, surtout quand il est jeune. Après, quand il est plus vieux, bon, il va se poser dans son coin, c'est bon, il a eu sa balade, laissez-moi tranquille, et puis voilà. Mais quand il est plus jeune, c'est pas fini. Il a besoin d'interaction, il a besoin qu'on joue avec lui, il a besoin qu'on lui donne à manger, il a besoin qu'on le caresse quand il a envie, pas quand il n'a pas envie. Oui. Voilà, donc un chiot aussi, c'est difficile. Un chiot, ça mordit, un chiot, ça saute, un chiot, ça fait pipi, un chiot, ça sait rien faire. Voilà. Donc, ça ne revient pas quand on l'appelle, même des fois les adultes. Du coup, voilà, donc il y a un investissement temps qui est vrai, ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il y a un investissement financier aussi. Avoir un chien, ça veut dire le nourrir avec de la nourriture de qualité,
parce que voilà, on ne va pas lui donner n'importe quoi pour qu'il soit en mauvaise santé, sinon on va en plus avoir encore des frais vétérinaires supplémentaires, même s'il y a déjà des frais vétérinaires. Il faut savoir que la plupart des chiens, une fois dans leur vie, ils vont passer sur le billard, ou bien ils vont avoir des radios à faire, et ça monte tout de suite. Et il n'y a pas de sécu. Donc, ça va vite, 500, 1000 euros, des fois des grosses opérations, 2000, 3000 euros. Donc ça, il faut en être conscient. Il y a le matériel, il y a aussi les frais de garde, si on part en vacances et qu'on ne peut pas l'emmener. Parce que ça, je peux comprendre qu'on ne puisse pas emmener le chien. Si on va à l'étranger, on n'a peut-être pas envie d'infliger l'avion au chien qui va voyager en soute, par exemple. Donc, on préfère le faire garder. Il y a plein d'endroits qui ne les accueillent pas forcément. Il y a des endroits qui n'accueillent pas forcément les chiens. Et puis, on peut avoir aussi envie de prendre des vacances sans son chien, comme on peut avoir envie de prendre des vacances sans ses enfants. Ça se fait aussi, non? Tout à fait. Voilà, donc c'est pareil pour les chiens. Moi, je ne culpabilise pas du tout de partir, alors rarement, sans mes chiens, en les laissant à garder. Bien sûr, dans des bonnes conditions, pour qu'eux aussi ils aient leurs vacances. Mais c'est comme les enfants, on peut avoir besoin aussi de souffler et puis de se retrouver sans les chiens, ou sans le chien. Je dis les chiens, parce que j'en ai plusieurs. Voilà, donc tout ça, c'est des frais. Tout ça, c'est un budget, le chien. Ok. Alors, est-ce que ça, on en a parlé? Alors, j'ai envie de dire des conseils pour que tout le monde cohabite au mieux. Donc, c'est un peu ce que tu disais, faire attention aux besoins de chacun, que tout le monde ait son espace. Oui, respecter les signaux du chien, voilà. Que quand le chien, vraiment qu'il ait son espace à lui, où les enfants sont interdits. Il faut vraiment poser un interdit strict. Quand le chien, il est dans cet espace-là, il est interdit d'aller le voir. Interdit. Un grand sens interdit. Voilà. Pour que le chien, il sache que, voilà, quand il a envie d'être tranquille, que ça fait trop de bruit, il va se mettre dans son coin. Alors, ça peut être un parc, ça peut être une petite niche, ça peut être une petite niche, genre cage ouverte. Alors, moi, je ne suis pas du tout pour enfermer un chien dans une cage du tout. Mais la cage ouverte, avec un petit drap dessus, par exemple, ça fait une petite niche et certains chiens aiment bien aller s'y mettre parce que là, au moins, personne ne viendra m'embêter. Et quand il y a des enfants en bas âge, je conseille toujours cette solution-là. Ça permet aux chiens d'aller se planquer. Et ça donne aussi aux enfants, tu vois, là, il est dans sa cabane, c'est cric-crac, il ne veut plus voir personne. Oui. Et il est interdit de rentrer dans sa cabane. C'est son Donc, ça, alors bien sûr, on ne ferme jamais la porte. Mais voilà, ça peut faire... Donc, respecter l'espace de chacun et que le chien, moi, je déconseille que le chien ait accès aux chambres des enfants. Parce qu'il va manger les jouets. Ça peut être dangereux pour le chien et puis ça peut être désolant pour l'enfant de se faire manger un jouet auquel il tenait. Il peut en vouloir à son chien. Et dans un excès dans un accès de colère, il peut le taper parce qu'il a vraiment une grosse émotion de colère parce que son jouet est cassé. Et donc, ça peut mal se terminer. Donc, ne pas laisser l'accès aux chambres des enfants aux chiens. C'est juste la toute première fois pour les odeurs et après... Voilà. Mais quand il est bébé. Oui, voilà. Mais après... Ok. Moi, j'en avais fini avec les petites questions qui sont venues. Je vais regarder s'il y en a d'autres qui sont arrivées. Je ne sais pas si tu vois autre chose à préciser ou à rajouter. Je réfléchis. Si,
Je voulais parler de l'adoption d'un chien adulte quand on a des enfants. Oui. C'est vrai que j'y pensais tout à l'heure, je me disais, est-ce que c'est mieux d'acheter? Non, j'aime pas ce mot. De toute façon, on l'achète. Hein. On l'achète même si c'est à une association de SPA, il y a des frais. Donc... Ouais, c'est pour les frais de soins. Oui, mais on l'achète. Et voilà, est-ce que c'est mieux, c'est plus facile d'accueillir un chien adulte ou pas forcément? Alors, tout dépend du chien adulte. De l'éducation qu'il a eu avant aussi. Pas forcément de son éducation, mais de son vécu surtout. Oui. De son vécu. Il faut vraiment se renseigner. Est-ce que ce chien-là a déjà vécu avec des enfants? Comment ça se passait? Il faut, si par exemple c'est un chien qui est dans un refuge, il faut s'y rendre plusieurs fois avec les enfants, le promener, voir comment ça se passe. Mais il faut essayer au maximum de se renseigner sur son passé. C'est pour ça que souvent, avec des enfants, moi, je conseille de passer plus facilement par des associations plutôt que dans des refuges. Alors, même si c'est tout à fait possible dans des refuges, hein, il y a des chiens dont on connaît les passés dans les refuges. Hein. On sait pourquoi ils ont été mis au refuge et on connaît un petit peu l'histoire, donc on peut avoir des renseignements sur l'attitude avec les enfants. Mais en association, les chiens sont placés en famille d'accueil. Donc, on sait vraiment comment est le chien dans une famille. Donc, préférez des chiens qui sont placés en famille d'accueil où il y a des enfants. Comme ça, au moins, on est sûr que ça se passe bien avec les enfants. Super. Mais c'est vrai que si le chien a eu un bon vécu, qu'il n'a pas de problème de comportement excessif, un chien adulte, c'est plus confortable. Hein. Ah ouais, il n'y a pas les inconvénients du chiot. Oui. Parce qu'un chiot, un chien, c'est adulte à 2 ans. Hein. Donc, on a déjà la première année, c'est bien galère. Il faut le savoir. La deuxième année, c'est pas facile non plus parce que là, c'est vraiment l'éducation qui est à mettre, à continuer et puis le chien qui est en plus ou moins crise d'adolescence, comme on peut dire. Enfin, voilà. Donc, il faut considérer qu'un chien est adulte à 2 ans, voire certains plus tard. Ça dépend, oui, j'imagine l'espérance de vie de certaines races qui sont plus ou moins longues. Oui, puis du type de chien aussi. Est-ce intéressant de faire la même chose à l'inverse, un espace pour les enfants interdit aux chiens? Donc, oui, c'est ce que je disais, oui. Oui, tout à fait. Important aussi, chacun son espace. Et puis en plus, de toute façon, pour le faire comprendre aux enfants, il faut que la réciproque soit vraie. Hein. L'enfant, il est très sensible à l'injustice. Oh, c'est clair. Nous avons un chien et lorsque nous accueillons nos amis qui ont une petite fille d'1 an, notre chien tente de grimper sur cette petite fille, j'imagine. Je précise que notre chien est castré. À quoi est lié ce comportement? Alors, le comportement de chevauchement chez un chien, c'est très rarement sexuel, hormonal. Donc là, qu'il soit castré ou pas, c'est simplement un chien qui a un trop plein d'émotions et qui ne sait pas comment la gérer. Voilà. Donc le chevauchement, même une chienne peut chevaucher, par exemple. C'est vraiment pour essayer de c'est l'émotion qui déborde et il essaie de la faire sortir. Voilà. Donc c'est souvent, la plupart des chevauchements, c'est ça. C'est vraiment un trop plein d'émotions que le chien n'arrive pas à gérer. Donc là, si j'ai un conseil, c'est de sortir le chien, d'aller le balader, de lui faire autre chose, mais pas de le laisser dans cette situation. Il n'est pas confortable. Et puis la petite non plus. Oui, en plus. Ok, merci. Alors, c'est difficile lorsqu'on n'a pas d'enfant de trouver les mots sans les braquer ou leur donner l'impression sans le vouloir d'ordonner de cesser leur action. Exemple,
Mon chiot de 4 mois mâchouillait son fromage de yak et un mini-moy lui a pris pour qu'il mâchouille dans sa Ça, main. c'est Céline, ça, je parie. Oui. Je lui ai dit que cela pouvait être dangereux, etc., qu'il ne connaissait pas mon chien, ne vivant pas avec. Il a boudé. Pareil pour le collet lorsqu'il était posé dans son panier, alors que je lui ai expliqué qu'un chiot devait dormir comme un bébé. De toute façon, il faut être directif. Hein. Là, la sécurité prime avant tout. Tant pis s'il boude, hein, le neveu. Hein. Exactement. Après, il suffit d'accueillir, après, j'ai envie de dire, l'émotion de l'enfant aussi. Bien sûr. Il va Bien exprimer sa frustration. Mais si on est là pour écouter et recevoir sa frustration, il s'y habituera et il passera à autre chose plus rapidement. Tout Mais en à effet, fait. en termes de sécurité, une crise ou des pleurs, c'est pas grave. C'est la façon que l'enfant a de réagir et de digérer cette frustration pour pouvoir revenir dans un état d'équilibre interne à lui. Voilà, là, je ne vois pas d'autres questions, si ça a bien chargé au fur et à mesure. Bah, je trouve que déjà, il y a eu pas mal de constats. Enfin, moi, j'ai appris plein de choses alors que j'ai un chien. Je me dis, bon, bah, quand j'aurai un autre chien, je ferai peut-être les choses différemment. Enfin, j'anticiperai plus d'autres Alors, choses. il y a une chose que je conseille. Si on se décide à prendre un chien, c'est de contacter un éducateur canin. La plupart, alors, ils ne le font pas tous, mais la plupart font une préparation à l'adoption. C'est-à-dire qu'ils vont voir, moi c'est un service que je propose, je peux même le proposer en visio quand il y a des personnes qui sont trop loin. D'accord. Il faut que ce soit en visio sur un téléphone pour que les personnes puissent se déplacer dans leur maison, pour que je vois la maison, comment elle est faite, etc. Mais c'est un rendez-vous pour bien expliquer, définir le projet, aider au choix éventuellement d'une race qui va s'adapter au mieux à la façon de vivre de la famille ou la composition de la famille. Faire prendre conscience de tout ce que je vous ai dit là ce soir, hein, que prendre un chien, ça voulait dire ça, le coût, le budget temps, avec les enfants, qu'est-ce qu'il va falloir prévoir, etc. Donc ça, c'est un rendez-vous qui dure environ 1h30, en tout cas pour moi. On en ressort avec une vision plus claire de ce que c'est qu'un chien et de quelle race éventuelle pourrait nous convenir, plutôt un chien adulte ou plutôt un chiot. Voilà. Et je peux accompagner. Ah oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, il faut que je dise. Je peux accompagner aussi pour choisir éventuellement l'élevage, s'il y a une race de choisie, ou chercher avec les personnes un refuge ou une association pour trouver le chien le plus adapté à la famille. Donc, chose que je voulais dire par rapport aux races dont on a parlé tout à l'heure. Si on a choisi une race, il est très, très important de se renseigner sur l'élevage. Ne jamais acheter un chien en animalerie ou dans un salon du chiot. Ce sont des chiens qui sont élevés en batterie, donc qui ne sont pas du tout socialisés, qui sont souvent craintifs, qui arrivent avec des problèmes de comportement. Moi, je peux vous le dire, hein, j'en vois tous les jours des chiens qui sont issus de mauvais élevages ou d'animalerie, etc. Ça fait des catastrophes. Donc déjà, on part sur un bon élevage. Et ça, pareil, je peux aider pour trouver un bon élevage, un élevage qui va respecter le chien, qui ne va pas faire de l'industriel, qui n'est pas là pour faire du chiffre, dont les femelles vont faire peut-être 3 portées dans leur vie. Les chiots vivent à la maison, sont au contact d'enfants, d'autres animaux, etc. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, mais c'est très important quand on a choisi une race, l'élevage. Et ça, c'est souvent sous-estimé. On se dit, bon, voilà, je veux un cocker, allez, hop, je vais regarder sur le bon coin. La première annonce, c'est pas trop loin, hop, je prends le cocker. Non, c'est pas ça qu'il faut faire.
Je veux un cocker, donc je vais chercher les élevages de cocker en France. Il ne faut pas hésiter à faire des kilomètres pour aller chercher. Et dans ces élevages, je vais regarder ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont beaucoup de chiens? Est-ce qu'ils font plusieurs races? Parce qu'un élevage qui fait beaucoup de races, c'est pour faire du chiffre. Hein. Un élevage qui fait qu'une seule race, ce sont des passionnés souvent. Ils sont passionnés de la race, ils veulent la reproduire, mais voilà, ce n'est pas forcément pour faire du chiffre. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses à voir, mais l'élevage est très important. Il ne faut pas hésiter à faire des kilomètres. Ce n'est pas le bon coin au plus proche. Hein. Ouais. Ce n'est pas je cherche un cocker dans le Loiret et puis voilà, je vais prendre le premier qui. Oh non, celui-là, il est plus cher, celui-là, il est moins cher. Non. On ne regarde pas le prix, on regarde la qualité de l'élevage. C'est extrêmement important. Il ne faut pas que ce soit un achat coup de cœur impulsif. Pas d'impulsif. On allez, pour Noël, on fait ça aux enfants. Ah ouais, non, mais ça, c'est. Puis le chien, ce n'est pas un cadeau. Hein. Enfin, je veux dire, on ne fait pas cadeau d'un chien. Voilà. Oui, il y a une véritable démarche. Ce n'est pas un objet, parce que si on fait cadeau d'un chien, bah, c'est le reléguer au rang d'objet. Donc déjà, pour les enfants, bah, ça donne une image. Ce chien est un objet, c'est un cadeau comme un autre. Et puis, on pourra le ranger dans un placard quand on n'en voudra plus. Ben non. Non. C'est un être vivant, il a des besoins, des sentiments. Voilà. Et puis qui est là pour pas mal d'années. Oui. Ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est ça, il y a beaucoup d'abandon, mine de rien, parce que c'est des achats coup de cœur, mais il n'y a pas eu toute cette réflexion avant de s'engager. C'est pour ça que les achats en animalerie, c'est vraiment la catastrophe. Parce que non seulement les animaleries sont fournies par soit des élevages véreux, des trafics avec les pays de l'Est, etc., soit des élevages qui font du chiffre et quand ils n'arrivent pas, quand ils ont du trop qui n'est pas vendu, hop, ils filent ça aux animaleries pour qu'ils les vendent. Et en plus, bah, c'est le chien derrière la vitrine, c'est l'objet. C'est oh, il est mignon, allez, on le prend. Alors qu'on n'était pas du tout rentré pour prendre un chien au départ. Moi, j'ai eu plein de clients comme ça. Hein. Quand dans mon questionnaire, je demande pourquoi vous avez pris ce chien et pourquoi cette race. Oh, ben, on est passé, on l'a vu, il était trop mignon, on l'a pris. Oui, moi, je me souviens, petite, aller dans les animaleries et on était oh, lui, il est trop mignon, on le veut. Et, Et, ouais, et le trop mignon, ça devient un monstre. Ok. Alors, je regarde une dernière fois s'il y a des nouveaux commentaires. Puis je pense que ça fait une petite heure qu'on est ensemble. C'est passé très, très vite. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des nouveaux commentaires ou nouvelles questions? Ça, on a fait. Est-ce réel que le chien soit une aide, entre guillemets, pour faire évoluer un enfant? Par exemple, l'orthophoniste de mon neveu a conseillé à ma sœur de prendre un chien et que ça pourrait l'aider à progresser sur la prononciation. Alors, une aide, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai présenté l'atelier Lire avec le chien, par exemple. Hein. Il y a aussi tout ce qui est médiation avec l'animal, etc. Donc oui, certes, un chien peut être une aide. Il ne faut pas prendre un chien pour ça. Pourquoi? Parce qu'on va au-devant de grandes désillusions. Si le chien ne correspond pas à ce qu'on avait souhaité pour l'enfant, s'il n'y a pas les résultats escomptés, si le chien développe des problèmes de comportement et ça rajoute des problèmes alors qu'on avait déjà des problèmes avec cet enfant, voilà. Donc, c'est risqué de prendre un chien pour ça. D'accord. Par contre, il ne faut pas hésiter à se diriger vers des professionnels qui peuvent faire des ateliers justement avec les enfants, avec les chiens. Oui, mais voilà, c'est prendre un chien que pour ça, non. Oui. Mais oui, un chien, ça peut faire bien sûr beaucoup de bien. Justement, on avait la question, c'est bientôt Noël, que penser des chiots cadeaux sapin? Donc, on en a parlé juste avant. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. En tout cas, si jamais il y a d'autres questions qui arrivent entre-temps, je pense que
pourras y rejeter un petit coup d'œil ou je te taguerai peut-être à ce moment-là si Mmh. tu vois pas les questions. Oui. Je voulais juste revenir sur aussi un des services que je propose, Mmh. dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Et ça, je ne connais pas beaucoup d'éducateurs canins qui proposent ce service. Je propose l'éducation du chien par l'enfant. Ah oui? Oui, c'est-à-dire que bah, souvent on a des enfants, je veux un chien, je veux un chien, je veux un chien, oui, mais qui c'est qui va s'en occuper? Mais oui, mais moi je le sortirai, mais je m'en occuperai. Et puis finalement, quand le chien arrive, ben, c'est maman qui fait tout, ou papa des fois. C'est souvent maman quand même, hein. Et l'enfant, finalement, il ne fait rien. Et moi, je pense que l'enfant ne fait rien parce qu'on ne lui laisse pas faire et qu'on ne lui fait pas confiance. C'est-à-dire qu'au début, il va vouloir faire un truc avec le chien et puis on va lui dire: «Non, non, laisse, attends, non, tu es trop Mmh. petit, le fais pas, on va le faire». Alors que je pense que si on responsabilise vraiment l'enfant, en l'inscrivant justement à ce type de programme où c'est lui qui va suivre les cours d'éducation avec l'éducateur, heu et c'est lui qui va dire à ses parents ce qu'il faut faire avec le chien. Alors bien sûr, je fais signer un pacte comme quoi les parents doivent respecter ce que l'enfant leur dit vis-à-vis du chien, pour l'éducation du chien. Ben, ça peut tout à fait bien fonctionner. Alors, c'est pas avant 9 ans, hein, il faut que les enfants soient quand même assez grands pour qu'ils puissent sortir le chien aussi seuls, qu'ils puissent Mmh. préparer le repas du chien, etc. Mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, alors plus pour des jeunes ados, des pré-ados, 12-13 ans. Et là, je vais le faire pour une petite de 10 ans. Et ça va être la première fois si jeune. Et en plus, qui a des troubles de l'attention. Et Du coup, oui, donc, ça va être intéressant, je pense. ça peut être enfin, c'est super valorisant pour les enfants, du coup, d'avoir cette Tout à fait. responsabilité de eux Tout à transmettre fait. aux parents. Enfin, c'est Tout à fait. génial de passer dans ce sens-là. Mmh. 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 Et là, c'est vraiment l'enfant qui prend en charge l'éducation de son chien. Tu as voulu un chien, OK, tu es prêt à l'éduquer? Oui, oui, oui. Donc, on va prendre quelqu'un pour t'aider à l'éduquer. C'est toi qui iras aux cours, c'est toi qui vas t'en occuper. Elle va te montrer comment on fait, comment on le nourrit, comment on le brosse, euh, comment on le fait marcher en laisse, etc., etc. Mmh. C'est l'enfant qui fait. Mais Et là, c'est j'entends. vraiment responsabilisant. Là, Mmh. Ah oui. Et là, il y a une vraie relation entre l'enfant et son chien. Mmh mh. C'est vrai que Voilà, souvent on n'ose pas, trop, comment dire? Laisser l'enfant faire comme tu disais, c'est ça. mais si on fait avec et au fur et à mesure, petit à petit, Mmh, si on l'inclut jamais, il saura jamais. mmh. Très Et puis, tôt, si c'est l'enfant qui est détenteur du savoir, bah là, ça change tout. ouais, oui, et là, c'est à toi. C'est toi qui vas apprendre à tes parents ce qu'il faut faire. Alors là, tout de suite, Non, je on pense que change de niveau. ouais, puis ça fait du bien aussi aux parents, enfin, de voir que, bah, ça peut Mmh. être aussi l'enfant qui peut lui apporter et lui apprendre plein de choses. Bien Enfin, il y a sûr, vraiment bien sûr. l'équilibre, Mmh. ça peut, être très, très riche pour la relation parent-enfant, en plus. Mmh. OK. Bah, merci Ouais. beaucoup en tout cas pour, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment super passionnant. Enfin, moi, j'ai appris Ben, plein de avec choses. plaisir. Aussi, ça m'a plu aussi de partager ma passion. Ouais, top. Du coup, on peut te retrouver sur ta page Facebook. Oui, logique de chien. J'ai aussi un site internet. OK. Bon, on mettra tous les liens en commentaire de la vidéo, comme ça Mmh. les personnes pourront te retrouver facilement. Super. Heu, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Une petite conclusion ou? Ben, Eh ben, non, c'était bien. eh bien, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie Merci toutes à les personnes qui tous. étaient présentes. Je vous retrouve le mois prochain pour une autre rencontre qui sera avec, Chloé, une amie académicienne que Laure connaît et qui est photographe pour les tout petits bébés
enfin pas que, mais en tout cas on parlera surtout séance photo avec bébé, comment se préparer, comment préparer bébé, comment se déroule une séance, enfin puis toutes les questions qui pourront venir nourrir les échanges. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très très bientôt. Merci Marianne. Bonne soirée. Au revoir.